Alors, bonjour à tous pour ceux qui viennent de nous rejoindre au webinaire sur la présentation des cellules de suivi OS. Je vous rappelle les bonnes pratiques, mais je pense que vous les connaissez déjà tous. Donc, il y aura une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Vous pouvez, en attendant, durant la présentation, poser vos questions dans l'onglet questions et nous y répondrons à la fin. Donc voilà, Pierre et Guillaume, je vous laisse la main. Eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, nous allons être deux pour cette présentation. Donc, il y aura Monsieur Beauclerc. Bonjour, donc Guillaume Beauclerc. Je suis donc responsable de la cellule de suivi des OS mobiles et terminaux mobiles pour le GIE Sésame Vital. Et donc, moi-même, Pierre Lavigne, responsable donc, de la cellule de suivi des OS et navigateurs. Voilà. Donc, au travers de cette présentation, nous allons voir tout d'abord le contexte qui ont conduit à la création de ces deux équipes et quelles sont leurs missions. Nous allons vous donner quelques chiffres un petit peu pour illustrer tout ce qui aura été dit. Et pour finir, nous allons avoir un petit temps réservé pour les questions-réponses et des liens utiles vers le webinaire pour rejouer la vidéo de cette présentation. Voilà, donc nous allons commencer par le contexte. Donc, les événements qui ont conduit à la création de la cellule de suivi des OS. Donc, c'est issu d'un constat, effectivement qui peut paraître évident, qui est que nos produits, tous nos composants et services ont une certaine adhérence avec leur environnement, que ce soit les OS, les navigateurs, les terminaux mobiles. Et que du fait des évolutions de plus en plus rapides de tout cet écosystème, de tous ces environnements, pour des raisons de modification d'applications, pour des raisons de mise à jour, et aussi de renforcement de la sécurité, qui est un peu le nerf de la guerre en ce moment, évolution aussi d'architecture et des technologies. Tout ça, en fait, c'est autant de thèmes qui peuvent impacter nos produits, le fonctionnement de nos composants. Et donc, pour pouvoir garantir aux professionnels de santé, mais aussi aux assurés, le bon fonctionnement de nos produits, que ce soit par exemple la facturation Sésame Vital, que ce soit les composants d'accès aux téléservices, mais aussi la toute nouvelle application Carte Vitale. Donc, pour que tous nos produits puissent fonctionner correctement, pour garantir qu'en fait, on ait un minimum d'impact sur le terrain suite aux évolutions de l'environnement, on a besoin de pouvoir anticiper ce qui va se produire sur le terrain et d'assurer en fait un bon niveau de priorité sur le constat qui va pouvoir être fait, sur les incidents qui vont pouvoir être reproduits et apporter le plus rapidement possible un correctif ou au moins une solution aux problèmes qui pourraient se poser sur le terrain. Donc, voilà un peu le constat et voilà ce qui a conduit le GIE Sésame Vital à réfléchir et à constituer donc, ces deux équipes de suivi des OS et navigateurs ainsi que terminaux mobiles. Alors, nous avons quelqu'un qui dit ne pas voir la présentation. Peut-être essayer de se déconnecter, de se reconnecter. Oui, exactement. Essayez de réactualiser la page. Voilà, on va poursuivre en attendant la présentation. Donc, les missions, nous allons voir donc les missions qui ont donc été données à ces deux entités, donc des missions qui sont communes aux deux cellules de suivi. Et qui s'articulent autour de quatre grands thèmes, voilà, donc, qui vont être décrits par la suite. Hein. Donc, ces grands thèmes, c'est la veille technologique, la vérification de la compatibilité de nos produits et de nos composants sur ces nouvelles versions d'environnement, apporter de l'expertise et communiquer. Communiquer sur justement ce qu'on fait, ce qu'on réalise, où on en est, et l'état des lieux. Alors, la veille.
Alors la veille, eh bien, c'est, on va dire, quelque chose qui est assez simple, hein, c'est-à-dire que régulièrement, et voire même quotidiennement, on consulte les informations, les différentes annonces que peuvent donner les éditeurs d'OS, de terminaux mobiles, de navigateurs. Sur les sites web, les différents forums spécialisés, les articles de presse aussi spécialisés, mais aussi au travers des supports et des abonnements que nous pouvons avoir au GIE. Je pense notamment aux abonnements développeurs qu'on a auprès de Microsoft et aussi auprès d'Apple. En fait, voilà, tout un environnement où on peut recueillir différentes informations, différentes annonces qu'on va computer, qu'on va de façon hebdomadaire analyser pour pouvoir ensuite donc enrichir nos tableaux de bord, nos statistiques. Ça va nous servir aussi pour pouvoir construire nos plans de test, planifier nos plans de test, pour pouvoir ensuite démarrer la deuxième phase d'activité, qui est la vérification de la compatibilité de nos composants sur ces différentes versions d'environnement qui vont arriver donc sur le terrain. Alors, par rapport à cette activité, donc, il va y avoir une partie qui est propre à la cellule de suivi des ES. Et Guillaume vous présentera un petit peu plus la partie spécifique pour la cellule de suivi des terminaux mobiles, parce qu'il peut y avoir des spécificités différentes de fonctionnement par rapport à cette mission, par rapport à cette activité-là. Donc, par contre, on va dire ce qui est commun aux deux équipes, c'est que l'objectif de la vérification de compatibilité, c'est d'anticiper les potentiels incidents qu'on va pouvoir constater en avance de phase avant que l'environnement concerné, que ce soit l'OS, que ce soit le navigateur, que ce soit le terminal mobile, avant que cela soit déployé sur le terrain et que en fait, le support soit inondé d'appels parce que voilà, il y a une régression ou un incident qui est constaté. Donc ça, c'est l'objectif de cette phase, de cette activité-là. Donc ça, c'est un objectif qui est commun aux deux entités. Par contre, en termes de fonctionnement, eh ben, voilà, on va avoir quelques spécificités. Donc pour la cellule de suivi des OS et des navigateurs, cette activité-là, elle consiste à planifier et construire des campagnes de test en avance de phase, donc sur les versions bêta et preview des OS et des navigateurs que l'on peut recueillir à travers justement les différents abonnements qu'on a auprès de Microsoft, qu'on a auprès d'Apple, et aussi les différents sites sur lesquels on peut recueillir les versions de navigateurs en avance de phase. Donc, on va construire des campagnes sur ces environnements bêta, sur les différentes versions bêta que va être mis à notre disposition, de façon à pouvoir anticiper les potentielles anomalies, les potentielles régressions qu'il pourrait y avoir sur nos produits suite à des évolutions que ces éditeurs d'OS et de navigateurs auraient pu apporter sur leur solution. Par ailleurs, après avoir fait ces constats, donc on va avoir un bilan, on va produire un bilan. Donc s'il y a des anomalies, s'il y a des incidents qui ont été constatés, eh bien, on va enclencher une procédure, une phase de communication, mais aussi enclencher les campagnes d'analyse et de correction de façon à produire rapidement une version corrective qui pourra être mise sur le terrain au plus tard à la sortie de la version officielle de l'OS ou du navigateur. Ça, c'est l'objectif qu'on cherche à atteindre. Cependant, même si notre constat est que sur les versions preview, les versions bêta, il n'y a aucune anomalie, aucun impact sur les évolutions apportées sur nos composants. Une fois la version officielle déployée sur le terrain, on va devoir réitérer une campagne de test afin de vérifier que le bilan qu'on a sorti sur les versions bêta est le même sur la version release. C'est-à-dire que la version release a bien un comportement qui est identique à ce qu'on avait pu constater sur les versions preview et les versions bêta. Pour cela, on a une contrainte qui est de sortir ce bilan final 5 jours pour un navigateur, 5 jours après la date de sortie officielle de la version du navigateur,
et 10 jours au plus tard pour une version d'OS. Voilà, de façon à s'assurer qu'effectivement la version officielle, la version qui est bien déployée sur le terrain, a bien le comportement attendu et n'apporte pas une régression supplémentaire qu'on n'aurait pas vue sur les versions bêta. C'est quelque chose qui, effectivement, on a pu constater, qui est déjà arrivé, que, effectivement, sur les versions bêta qu'on aura pu tester, on aura eu un bilan qui est positif. Et puis, à la dernière minute, au moment de la sortie de la version release, l'éditeur de l'OS ou du navigateur décide d'apporter un correctif de dernière minute ou d'activer une option de dernière minute qui active une fonctionnalité qui n'était pas sur les versions bêta et puis qui a, pas de chance, un impact sur nos produits. Donc ça peut arriver, c'est déjà arrivé, donc c'est pour ça qu'on va re-enclencher à la sortie de la version release une nouvelle campagne, une nouvelle série de tests pour s'assurer qu'effectivement on n'est pas tombé dans ce cas-là. Par contre, pendant cette période de 5 jours, pendant cette période de 10 jours où le déploiement des composants est fait sur le terrain, eh bien, effectivement, on peut avoir des professionnels de santé qui voient leur poste effectivement se mettre à jour de façon automatique à ce moment-là et détecter en même temps que nous une anomalie, ce qui fait qu'effectivement, on peut encore avoir des appels des appels au support, voilà, pour des incidents qui effectivement n'ont pas été détectés avant, mais effectivement qu'on voit en même temps. Pour la cellule de suivi des OS et navigateurs, donc les environnements qu'on non régresse, effectivement, donc pour les navigateurs, c'est les navigateurs Edge, Chrome, Firefox et Safari, qui sont les navigateurs les plus utilisés, que ce soit en France, mais que ce soit aussi dans notre écosystème santé sociale. Les OS Windows, Mac et Linux. Vous pourrez d'ailleurs sur le site web du GIE retrouver en fait en détail les versions des OS et des navigateurs qui sont supportés par le GIE. Sur la diapositive suivante, voilà, nous pouvons voir et lister ici l'ensemble des composants du GIE Sesam Vital que nous non régressons sur les environnements OS et navigateurs. Vous avez les composants d'infrastructure qui sont la cryptolib CPS, le GAS, l'outil de TiaGAM. Vous avez les composants de facturation, FSV, le démonstrateur ADEMIS, les composants d'accès donc au portail Espace Pro. Vous avez aussi le portail DMP, AMC, CDR. Vous avez les applications de lecture. Vous avez aussi les outils qui sont déployés chez les membres, outils caisse, post-guichet, l'API SGA et une batterie aussi de terminal lecteur, donc un ensemble de 10-11 terminal lecteurs dont nous testons la compatibilité sur les différentes évolutions des versions d'OS. Et pareil, vous pouvez retrouver sur le site web du GIE la liste des lecteurs que nous non régressons. Alors, j'ai parlé du GALS et je parle effectivement des terminaux lecteurs alors que le GIE Sesam Vital est dans une phase d'abandon du GALS. La politique est que, effectivement, si nos futures versions de composants ne sont plus censées supporter le GALS, la réalité terrain est que des lecteurs homologués et le GALS est encore majoritairement déployé sur le terrain. Donc, la cellule de suivi des OS et des navigateurs a quand même pour objectif de tester le comportement du GALS sur les différents environnements de façon à pouvoir avoir une visibilité de ce qui se passe et afficher une photo quand même sur le comportement du GALS. Donc, c'est plus à titre d'information. Derrière, effectivement, si on va constater des anomalies, il n'y aura pas forcément de phase de correction, mais potentiellement une communication pour annoncer arrivé à telle date avec telle version d'OS ou de navigateur, il y aura telle problématique avec le GALS. Donc, c'est plus pour des objectifs d'information et de communication. Voilà pour la partie OS et navigateur.
Et donc, moi, sur cette mission de vérification de compatibilité, je vais vous parler donc de faire un focus sur les OS et terminaux mobiles. Donc, c'est une mission qui est en cours de construction. La cellule d'OS et terminaux mobiles a moins d'historique que celle pilotée par Pierre. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de vérifier la compatibilité de l'application carte vitale qui fonctionne sur smartphone avec le parc français de smartphones. Donc, bon, sans grande surprise, les deux OS principaux sont Android et iOS. Nos objectifs étant de supporter les mêmes versions que celles supportées par les éditeurs Google et Apple. Donc, sur Android, ça nécessite d'être compatible avec minimum la version Android 8 et sur iOS d'être compatible avec iOS 14. Ça permet de couvrir 93% dans les deux cas du parc français. On va aussi, dans cette mission de vérification de compatibilité, tester l'application carte vitale sur des smartphones spécifiques. Là, le but, c'est de vérifier la compatibilité avec le matériel. Donc, il y a une analyse qui est faite, en fait, un suivi du parc français de smartphones qui permet d'identifier les fabricants, les principaux fabricants, ceux qui ont le plus de parts de marché. Donc, voilà, on va réussir l'objectif, c'est de réussir à tester sur un panel représentatif qui permettrait d'être compatible avec 90% du marché français en termes de smartphones. On va aussi s'intéresser à la taille des écrans des smartphones, voilà, pour vérifier si notre application s'adapte bien en fonction de la résolution et de la taille de l'écran du smartphone utilisé. Donc là, ça n'apparaît pas sur le slide, mais pour l'instant, notre application carte vitale ne sera pas compatible avec les tablettes. C'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un smartphone. Et donc, cette mission en cours de construction va se dérouler par la suite un peu de la même manière que celle de suivi des OS et navigateurs. On va exécuter des campagnes de test sur des téléphones et sur des versions d'OS. On va définir des environnements en croisant toutes ces données pour ensuite communiquer les résultats de test à la fois pour vérifier en avance de phase lors d'un nouvel OS que notre application est bien compatible. Donc, on va tester sur des versions bêta. Et aussi, dès la sortie d'un nouveau matériel sur le terrain, un nouveau smartphone qui est commercialisé, se le procurer dès que possible pour le tester et vérifier qu'au moment de la commercialisation de ce nouveau téléphone, que l'utilisateur, si lui remplace son téléphone par un nouveau, n'ait pas de problème en réinstallant son application carte vitale sur son nouveau matériel. Alors là, je vois une question, la compatibilité des tablettes est liée à la taille d'écran. Alors non, pas vraiment, c'est surtout que en termes d'usage, chez le professionnel de santé, l'application carte vitale nécessite une connexion Internet. Et donc, pour l'instant, les tablettes ont été écartées. Ça nécessiterait que l'assuré puisse, par exemple, soit accéder au Wi-Fi du professionnel de santé ou fasse un partage de connexion avec son smartphone. Donc, pour simplifier ces cas d'usage-là, pour l'instant, l'application ne sera compatible qu'avec les smartphones qui disposent d'une carte SIM. Donc, voilà. Concernant la mission d'expertise, donc là, les éléments que je vais vous présenter sont communs entre la cellule des OS navigateurs et la cellule des OS mobiles. Donc l'objectif de cette expertise, c'est effectivement d'acquérir des compétences et des connaissances sur les différents environnements, les OS, les smartphones, les navigateurs, pour pouvoir en fait analyser les incidents terrain, les reproduire, mettre en œuvre en fait nos campagnes de test, mettre à disposition les environnements de test, procéder à l'automatisation des tests lorsque c'est possible. Toute cette expertise en fait contribue au fonctionnement de la cellule. Ça donne aussi beaucoup d'éléments sur l'aide à la décision. Pourquoi ajouter un nouvel OS dans les OS compatibles, à quel moment il faut sortir un OS quand il est obsolète. Donc, toute cette expertise donne des éléments
au comité d'architecture interne du GIE Sésame Vital, donne un retour d'expérience aux équipes de développement, peut alerter en avance de phase. On peut imaginer voilà, sur un OS ou un navigateur une nouvelle techno, une nouvelle norme de sécurité qui est activée. Voilà, pouvoir l'anticiper, communiquer vers les projets au plus tôt afin que cette évolution soit prise en compte pour éviter de bloquer le terrain lorsque cette évolution sera déployée par l'éditeur. Et ce déploiement, c'est une chose qu'on ne maîtrise pas, donc on se doit en fin de compte d'anticiper et de réagir au plus vite quand il y a des annonces qui sont faites voilà, par les éditeurs ou par les fabricants. Une petite question, la PCV. Alors oui, pour les smartphones pliables, oui, l'application carte vitale sera compatible. C'est des smartphones qui représentent peu de parts de marché, mais par leur spécificité, on va malgré tout les tester et notre appli sera compatible. Alors pour les tablettes connectées, je reviens à la question juste au-dessus. Alors pour l'instant, en fait, sur les stores, on ne peut pas faire le distinguo entre des tablettes connectées ou non. Donc la décision a été prise de ne pas être compatible avec les tablettes pour l'instant. Donc ça viendra peut-être par la suite, mais pour l'instant, c'est la décision qui a été prise. Est-ce que ça fonctionne sans les Google Services ? Je ne sais pas répondre à cette question. Donc, je vais la noter et on redonnera la réponse par l'intermédiaire de la présentation qui sera communiquée à la fin du webinaire. Je répondrai par la suite. Donc, voilà. Je vais passer à la partie communication. Donc, c'est une activité commune aux deux cellules. Donc, on a d'abord une communication en interne qui permet de donner de la visibilité et donc de rassurer sur la compatibilité de nos produits avec l'écosystème extérieur, avec les OS, avec les navigateurs, avec les terminaux mobiles. Donc, on va publier des campagnes, des résultats de campagnes de tests. On va partager de l'actualité, faire des points de situation, publier des tableaux de bord, des statistiques sur tous ces environnements, ces OS, ces navigateurs, les terminaux mobiles, les versions déployées, les annonces des fabricants. Donc voilà, tout ça, ça aide aussi à la décision et ça permet en interne de piloter ces activités, de prendre les décisions par la suite sur le support ou l'abandon d'un environnement ou d'un autre. Alors, en termes de communication, il y a aussi une communication qui est faite vers l'extérieur. Donc, pour l'instant, ça concerne essentiellement la cellule de suivi des OS et des navigateurs. Donc, une communication vers l'extérieur, donc elle peut être faite à travers des différentes réunions qui sont organisées, soit par l'équipe relations industrielles du GIE, des équipes projets. On va aussi partager les informations. On partage aussi les informations sur le site web du GIE, donc notamment les 2 pages web citées dans les diapositives précédentes sur l'état du support, les versions d'OS et de navigateurs qui sont supportées par le GIE, l'ensemble des TL qui sont donc testés et les parts de marché des différents TL. Mais aussi à travers un mail, une lettre en fait, d'actualité qui est diffusée aux membres, mais aussi qui est aussi à destination des éditeurs qui le souhaitent et qui, notamment vous, si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à la boîte mail qui est mise sur cet écran, suivios@sesamevital.fr. Donc une boîte mail qui a été créée justement pour recevoir les demandes d'inscription. Et donc, cette lettre d'actualité, elle est articulée entre trois grands sujets. Vous allez avoir en premier un agenda sur la sortie ou les fins de support des OS et des navigateurs. Une partie d'actualité, donc c'est les différentes actualités qui sont recensées lors des phases de veille.
On va extraire quelques actualités qui nous concernent et qui nous semblent donc intéressantes de communiquer. Et vous allez avoir aussi une rubrique qui va concerner justement le bilan de compatibilité, des tests de compatibilité sur les versions d'OS et de navigateurs qui sont en cours de test ou qui sont sortis sur le terrain. Il y a aussi un encart qui est dédié aux alertes dans le cas où il y aurait des alertes importantes que l'on souhaiterait justement communiquer à travers cette lettre d'information. Et ben, il y a un encart qui est dédié et voilà, c'est message d'alerte. Donc voilà, ça fait partie donc des communications que nous pouvons avoir à faire et que nous faisons vers l'extérieur. Et donc pour la partie OS et terminaux mobiles, bon alors ce webinaire en fait est la première action de communication vers l'extérieur. C'est une activité qui n'existe pas encore, mais qui va aussi se développer comme pour les OS et navigateurs, donner de l'information et voilà, et communiquer sur nos résultats de veille, de campagne, etc. Alors, quelques chiffres, comme je disais, un petit peu pour illustrer le fonctionnement des cellules. Alors, évidemment, pour la cellule de suivi des OS et navigateurs, qui est un peu plus d'historique, puisqu'elle a été créée depuis 2012. Alors, en général, en moyenne, on est sur des incidents, des incompatibilités détectées en avance de phase. On est ça varie en fonction des années, bien sûr, entre 4 et 11 incidents qui sont détectés par la cellule de suivi des ES et qui ont produit des correctifs de façon à ce que ce soit transparent sur le terrain, de façon à pouvoir apporter des solutions sur le terrain avant l'arrivée officielle des versions d'OS et de navigateurs. En moyenne aussi, 4 alertes par an. Donc, la distinction entre les incidents et les alertes, c'est que quand on détecte un incident, ça va suivre le workflow classique. Ça va être, je dirais, presque transparent. C'est-à-dire que on va détecter une anomalie, un dysfonctionnement, on va enclencher directement en interne une phase d'analyse et de correction et de déploiement d'un composant sur le terrain avant l'arrivée de l'OS ou du navigateur qui va potentiellement poser problème. Par contre, une alerte, c'est un événement qui va arriver. Alors, j'ai cité dans les exemples ci-dessous, par exemple, le fait que Google a décidé de mettre en place une sécurité sur l'accès aux ressources locales des postes. Donc, une alerte qui a été remontée en début d'année sur un événement qui va se produire, qui n'est pas forcément effectif à la date où on a l'alerte, mais qui nécessite d'avertir les membres que voilà, potentiellement Google enclenche l'implémentation de quelque chose qui pourrait avoir un impact sur nos produits. Donc, il est important de le prendre en compte, de se préparer et de communiquer aussi, de pouvoir enclencher une phase de communication par rapport à ce sujet-là pour avertir et que on prenne bien les bons choix dans les choses que l'on va produire par la suite. Donc ça constitue des alertes. Il peut y avoir des incidents qu'on va considérer, qu'on va gérer aussi comme des alertes quand c'est un incident, on va dire, qui a un impact très important, un impact qui va sortir par exemple du cadre interne du GIE et qui va nécessiter de devoir apporter aussi des correctifs, par exemple sur un portail qui n'est pas géré par le GIE, je pense par exemple à Melipro, qui va nécessiter des évolutions aussi côté portail à Melipro. Donc là, en fait, cet incident-là va sortir un petit peu du cadre du cycle naturel de gestion pour rentrer dans être comptabilisé comme une alerte et on va monter une task force, on va monter tout un ensemble de communication et de travail conjoint avec des équipes externes pour gérer cet incident. Donc ça, on va dire, c'est un incident qui est à la fois un problème de compatibilité dont une partie va suivre le workflow classique, mais une autre partie va être gérée par une task force et va être gérée comme on gère une alerte, avec l'ensemble des communications qui est associé.
autres chiffres. Alors, je vais laisser la parole à Donc, avant de passer donc aux quelques chiffres, là, je vais répondre à la question concernant la vérification de la compatibilité avec l'appli Mon Espace Santé. Alors non, ce n'est pas, enfin voilà, la vérification de compatibilité avec cette application ne fait pas partie des missions du GIE. Donc, elle est hors scope de la cellule OS et terminaux mobiles. Et donc, alors concernant les chiffres, moi je vais présenter là quelques chiffres qui permettent de donner un état des lieux du marché français en termes d'OS mobile. Et donc là, j'ai fait un focus sur Android. Donc Google assure les mises à jour de sécurité à partir de Android 8. Et donc l'objectif, c'est bien que notre application carte vitale soit compatible avec toutes ces versions, donc 8 et supérieures. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à couvrir 93% des parts de marché pour la partie Android. Alors, qui gère ces vérifications pour Mon Espace Santé? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre. Donc, c'est pareil, comme l'autre question, on va la noter et on y répondra dans la présentation après. Donc là, un peu comme pour Android, voilà un état des lieux du déploiement sur iOS. Alors sur iOS, on supporte que les 3 dernières versions, comme annoncé en fait par Apple, sachant que la politique de mise à jour des OS sur un iPhone chez Apple est très restrictive, très incitative si on veut, et en fin de compte très vite en fait une nouvelle version d'iOS remplace la précédente en quelques mois, en 2 mois en général. La version N-1 a un taux de part de marché qui est inférieur à la version courante, donc ça permet voilà d'être compatible avec les 3 dernières versions et de tester ces 3-là et d'être compatible avec la majorité du parc d'iOS en France. Concernant les fabricants, donc on voit qu'il y a les 5 premiers voilà, sont majoritaires en France. Donc Samsung et Apple sont loin devant. Xiaomi, Huawei, Oppo. Donc ce sont ces 5 marques-là où on va privilégier tous nos tests sur ces marques-là. Alors malgré tout, on va quand même tester sur d'autres marques, par exemple comme Google. Parce que Google, même s'il y a une part de marché qui est assez faible, nous permet d'avoir des mises à jour Android avant Samsung ou Xiaomi. Donc, on va quand même tester sur d'autres marques, mais on va privilégier ces 5-là dans le cadre de la vérification de compatibilité. Alors, pour poursuivre sur les statistiques, voilà un petit peu alors pour les OS, l'évolution des OS en France. Sur ces graphiques-là, on peut voir qu'effectivement, la partie OS post-lourd est en décroissance par rapport aux OS mobiles. On voit que Android est passé au-dessus de Windows en termes de part de marché. Donc, une forte émergence des solutions mobiles et notamment Android. iOS est assez stable, reste assez stable, voilà. Et les OS, macOS et Linux ferment la marche. En termes de part de marché, ils sont quand même assez bas par rapport à Windows, iOS et Android. Autre statistique, donc plus focus sur Windows. Donc sur Windows, et ce sont des statistiques qui sont issues de notre suivi de parc, donc qui concernent vraiment les professionnels de santé. Ce ne sont pas les statistiques d'utilisation globale France, mais vraiment axées sur notre écosystème. Donc, on voit une forte importance de Windows 8. Donc, c'est un point qui est quand même suivi de près et qui est important parce que, justement, on a l'annonce de Microsoft de fin de support de Windows 8 en début d'année prochaine. Donc, on voit que l'impact de l'arrêt du support de Windows 8 va être quand même assez important en termes d'obsolescence de postes, puisqu'il reste encore beaucoup de professionnels de santé qui sont sur ces environnements-là. Windows 10 qui a pris quand même une bonne part de marché.
et Windows 7 qui a entamé, lui, par contre, une bonne décroissance. Donc, effectivement, on voit depuis le milieu de l'année dernière une décroissance quand même de Windows 8. Donc, on pense que potentiellement, c'est certainement lié aux annonces de Microsoft par rapport à la fin de support de Windows 8. On voit qu'il y a quand même un petit peu de professionnels de santé qui commencent à migrer vers Windows 10. Quand on voit un petit peu les courbes, on voit que la décroissance de Windows 8 correspond à une montée importante sur Windows 10. Et Windows 11, Windows 11, il est vraiment très bas, puisque effectivement, Windows 11 vient d'apparaître, et puis Windows 11 souffre aussi beaucoup du fait qu'il n'est pas compatible avec beaucoup de matériel. Il faut vraiment avoir un poste dernière génération, donc tout le monde ne peut pas encore basculer sur Windows 11, ce qui fait que la migration vers Windows 11 va pas se faire facilement, et ça va prendre beaucoup de temps. Même chose sur Mac. Alors Mac, voilà un petit peu, alors c'est un peu plus fouillis, on voit que ça bouge beaucoup. Donc le parc actuellement, il est majoritairement encore sur du macOS 10.14, mais que c'est en forte décroissance pour cette version d'OS qui n'est plus supportée par Apple. macOS 12 qui lui monte en flèche. Je vois une question. Alors, avons-nous des soucis sur Windows 11 ? Pour le moment, non. Non, nous n'avons pas d'anomalie, pas d'incompatibilité particulière par rapport à Windows 11 sur nos bilans. Donc, rien de particulier. Les seules difficultés qu'il y a, effectivement, c'est qu'il faut avoir des postes ou des environnements, des configurations matérielles quand même assez récentes pour faire fonctionner Windows 11. Mais en termes par rapport à nos produits, par rapport à nos composants et services, pas d'impact particulier autour de ça. Ce qui est plus impactant pour nous, ça a surtout été Mac, avec déjà l'arrivée de macOS 11, Big Sur, et puis son architecture ARM. Et puis, effectivement, la tendance actuelle d'Apple d'améliorer, d'aller à fond dans de la sécurité, et ce qui peut aussi avoir des impacts sur le fonctionnement de nos produits. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'impact bloquant, mais effectivement, des pop-up particuliers qui peuvent apparaître. Avec macOS 13, il y a des petits pop-up de confirmation de plus en plus qui apparaissent. Des mises à jour qui pouvaient se faire de façon transparente maintenant vont nécessiter une confirmation de la part de l'utilisateur, enfin des petites choses comme ça qui arrivent. Mais bon, pour l'instant, pas non plus de blocage particulier sur macOS. Mais c'est vrai que on voit que côté Apple, ça bouge beaucoup. Environnement très attentif sur ce qui se passe côté Apple, alors que chez Microsoft, on va dire que c'est plus stable. Donc voilà, donc sur les environnements et les versions Mac, donc macOS 12 qui lui est en forte croissance, et on a une forte décroissance de macOS 10.14. Et macOS 10.15 qui lui est au milieu et qui commence légèrement à amorcer une décroissance, sachant que à partir de la sortie de macOS 13, macOS 10.15 n'est plus supporté par Apple. Voilà, puisque la politique d'Apple est de supporter que 3 versions d'OS. Donc, avec macOS 13, macOS 11, macOS 12 et macOS 13, voilà, les 3 versions que Apple supporte. Toutes les versions antérieures ne sont plus supportées par Apple. On a pu le constater d'ailleurs avec les dernières mises à jour de sécurité qu'a sorti Apple. Elles sont sorties sur macOS 11, 12 et puis macOS 13, bien sûr. Et il n'y en a pas eu sur macOS 10.15, Catalina. Donc, voilà. macOS 10.15, fin de support à partir de maintenant. Côté Apple. Voilà pour les stats. Bon, pour Linux, Linux sur le marché, donc sur notre écosystème, on voit que on est essentiellement sur des noyaux 3. Voilà, un noyau 3 et
le noyau 2.6, il a commencé à décliner effectivement depuis en fait, la fin du support de ce noyau par la plupart des distributions Linux. Hein. Donc la fin du support du noyau 2.6 a aussi été accompagnée par la fin du support du 32 bits, aussi par la plupart des distributions Linux. Et donc, on constate bien effectivement une bonne décroissance de ce noyau. Et donc, du point de vue d'obsolescence du parc, c'est un bon signe, puisque voilà, le noyau 2.6 n'est plus supporté. On commence à voir l'émergence du noyau 4, aussi un petit peu des noyaux 5. Voilà. Nous, GIE, pour le moment, nous annonçons le support que des noyaux 3 et 4 et 5 maintenant avec la dernière version de distribution. Donc on supporte en fait bien ce qui est représentatif de ce qu'on voit sur le terrain dans notre écosystème. Voilà, alors là, c'est tout petit, effectivement, c'est par rapport au navigateur. Alors, effectivement, ce qu'on voit, c'est Chrome en bleu, donc Chrome qui domine en termes de part de marché, hein, qui est le navigateur vedette. En dessous, il y a Safari, Firefox et Edge. Voilà les principaux navigateurs hein, en France qui sont utilisés, ce qui légitime notre choix de supporter ces navigateurs-là et pas les autres qui, eux, sont proches de zéro en termes de part de marché. On voit l'arrivée, on surveille l'arrivée d'Opera, effectivement, qui commence à pointer un peu le bout de son nez, mais qui est encore trop faible pour être pris en compte, hein, encore un peu trop anecdotique. Les navigateurs comme Edge et Safari, de toute façon, eux, ils sont d'office pris en compte en termes de support par le GIE, puisque ce sont les navigateurs par défaut de Windows et de Mac. Donc, on ne peut pas ignorer ces navigateurs-là. Et puis, Firefox et Chrome qui ont quand même une bonne part de marché. Voilà un petit peu pour la représentation des statistiques des navigateurs et des OS sur le terrain. Je pense que voilà, on a fait le tour et on est arrivé donc à la fin de cette présentation. Et donc, du coup, si vous avez des questions, on va essayer d'y apporter des réponses. Alors, j'ai cliqué moi sur l'onglet questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Donc, vous procurez-vous le smartphone à chaque fois pour tester des logiciels? Alors, pour la procuration des smartphones, il n'y a pas de réponse vraiment binaire, ça dépend. On a un parc de smartphones au GIE qui permet donc aux équipes mobiles, aux équipes de l'application mobile de faire des tests en fonction de l'étape du test, si c'est plutôt un test en développement ou un test en campagne de validation dans le cycle projet. On peut être amené à utiliser des émulateurs et on teste aussi sur du matériel. Donc voilà, on a un parc qui vit, on achète régulièrement des téléphones pour couvrir nos campagnes de test. Alors, vous pourrez partager la présentation. Normalement, il est prévu que la présentation soit envoyée. Donc, et puis, vous pourrez retrouver, de toute façon, sur les liens qui sont affichés, vous pouvez retrouver la présentation et le webinaire, rejouer un petit peu la présentation. Les autres questions. Alors, les chiffres concernant les professionnels de santé utilisateurs ou nationaux. Je pense que c'est pour toi. Alors, les chiffres, comme je disais, il y a au niveau statistique, les chiffres qui ont été présentés pour les OS et pour les navigateurs sont des chiffres qui sont issus du suivi de parc, donc des chiffres des professionnels de santé qui utilisent donc nos solutions. Donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour les Android ESR, alors, je ne vois pas de questions. Donc, les Google Services, ça, je vais me renseigner. Je pense avoir fait tout.
Bon, je ne vois pas d'autres questions arriver. Alors, il y a Marie qui est en train d'écrire. Est-ce que je vois Oui, il y en a dans les... Eh bien, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet qui est dédié à questions. A priori. Et pour votre information, le support de présentation sera disponible dans les prochains jours de chaque webinaire. Là, il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Alors, je me permets d'intervenir sur les vérifications de compatibilité sur MES. L'application MES, c'est l'éditeur, c'est la CNAM, donc c'est la CNAM qui fait ses propres vérifications. Merci Bertrand. Et donc sur l'automatisation des tests, se fait bien pour les téléphones et pour les navigateurs. Alors, côté cellules, OS et navigateurs, il y a bien une partie automatisation. Pour la partie sur smartphone, pour l'instant, on est en train d'y travailler. Cependant, on a des contraintes techniques fortes, notamment au moment de l'activation de l'application carte vitale sur son smartphone. Voilà, ça nécessite de scanner sa carte vitale pour la détection du NIR. Ça nécessite de prendre un selfie pour la détection de la preuve du vivant. Et ensuite, en termes d'usage chez le professionnel de santé, il faut afficher donc le QR code sur l'écran du mobile et le scanner avec une douchette ou poser un téléphone sur un lecteur NFC. Donc, ça rend difficile l'automatisation complète des campagnes de test à cause de ces contraintes techniques-là. Donc, pour l'instant, on réalise beaucoup de tests à la main, manuellement, mais l'étude sur l'automatisation est en cours. Maintenant, pour les navigateurs, si tu veux. Voilà, nous, pour nos tests, alors pour information, donc, nous testons à travers soit des postes physiques, nous avons différents postes physiques, mais nous utilisons aussi beaucoup la virtualisation, les environnements virtualisés. Et notamment, nous avons une plateforme de test automatique qui est basée sur la virtualisation des environnements, qui nous permet de lancer différents types d'environnements de façon automatique. Et nous avons un outil qui s'appelle Siculix, que vous pouvez voir vous informer sur le site web, qui permet donc de simuler des appuis-touches, simuler des clics sur des liens, enfin bref, simuler un petit peu l'utilisation qu'on peut avoir d'un navigateur, et on contrôle le comportement, on contrôle l'affichage qui est fait sur les écrans, et voilà, on peut contrôler un petit peu tout sur le fonctionnement. Donc on utilise beaucoup d'automatisation et ces plateformes de test. L'automatisation est un point très important, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de versions navigateurs qui sortent, beaucoup de versions d'OS aussi qui sortent, beaucoup de configurations à tester. Donc, si on n'utilise pas l'automatisation, on va très vite être débordé. Déjà, on sait qu'on ne peut pas tester tous les environnements qui existent. On passerait beaucoup trop de temps, ça demanderait beaucoup trop de ressources. On essaye de faire le maximum. À minima, le plus représentatif effectivement du terrain, mais effectivement, il y aura forcément des configurations, des cas de config qui, alors soit parce qu'on n'aura pas imaginé que ça puisse se produire, soit parce que effectivement, il faut faire des choix, et il y a des configs qui sont quand même, on va dire, anecdotiques ou très peu représentatifs du terrain, qui effectivement on n'aura pas pris en compte dans nos tests. On ne peut pas tout tester. Mais voilà. Donc oui, on a de l'automatisation, on a des plateformes de tests automatiques. Bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Oui. Merci Pierre, merci Guillaume. Merci à tous. Et donc, comme je disais, le support de présentation et le lien vers le replay seront disponibles dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Et bonne journée à tous. Bonne journée à tous.